Si le théâtre est né en Grèce antique, le véritable père du théâtre occidental est l'anglais William Shakespeare. Roméo et Juliette, Macbeth, Le songe d'une nuit d'été, ce sont des classiques. Shakespeare a développé l'art dramatique pendant la période élisabéthaine sous le règne d'Élisabeth Ier, entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Il a si bien su capter l'âme humaine que ses pièces, qui n'ont pas pris une ride, sont toujours jouées aujourd'hui. C'est l'histoire de ce dramaturge indémodable, inspiré par la grande histoire que je vais vous raconter dans un récit en 2 épisodes. Je suis Virginie Giraud et ensemble, on va plonger au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Shakespeare, l'inventeur du théâtre historique. Première partie, mon petit doigt m'a dit qu'un grand auteur vient par ici. Nous sommes à Londres en 1602. Cela fait déjà plusieurs années que l'acteur Richard Burbage triomphe dans le rôle de Richard III, la tragédie écrite par William Shakespeare. Une dame londonienne le trouve si séduisant sur les planches, avec ses airs de méchant cynique, qu'elle le prie de la retrouver chez elle dans son costume de scène. Burbage est ravi. Ce soir, il va jouer Richard III à l'horizontale. William Shakespeare, au courant de ce rendez-vous galant, devance Burbage et se précipite chez la dame. Un peu plus tard, le comédien arrive sur le pas de la porte de sa fan. Il transmet le message suivant au domestique. Richard III est arrivé. Un instant plus tard, le domestique revient et lui transmet la réponse, non pas de la dame, mais de l'homme qui l'accompagne. William the Conqueror comes before Richard III. En bon français, Guillaume le Conquérant vient avant Richard III. Au nord de Londres, à Stratford-upon-Avon, il y a toujours une maison à colombage construite au XVIe siècle. On l'appelle le musée William Shakespeare. Cette demeure a échappé aux vicissitudes du temps parce qu'elle est réputée être la maison natale du dramaturge. En 1564, quand William, le 3e des 8 enfants du couple Shakespeare, vient au monde, Élisabeth Ier est au pouvoir depuis presque 6 ans. Le petit garçon est baptisé à l'église de la ville, comme l'attestent les registres paroissiaux. Le père de William appartient à ce qu'on pourrait qualifier de petite bourgeoisie. Il est pelletier et gantier. Comme il a de l'ambition, il devient maire de Stratford-upon-Avon. William fréquente la Grammar School de la ville, c'est l'équivalent du lycée. Il y reçoit une éducation correcte, mais pas élitiste. Il maîtrise probablement le latin et ses textes à venir prouvent qu'il a une connaissance du théâtre classique, c'est-à-dire du théâtre antique. Pendant qu'il a le nez dans ses livres, je vous explique en 2 mots l'histoire du théâtre. Le théâtre, ce n'est pas un divertissement. C'est un art qui s'exprime dans la Grèce antique dans le cadre des Dionysies, des fêtes en l'honneur de Dionysos, dieu du vin, de l'ivresse et de la fête. Le théâtre possède donc une dimension sacrée et sociale. Les tragédies et les comédies qui existent dès le 5e siècle avant notre ère ont une dimension cathartique. En gros, elles doivent laver l'âme des mauvaises pensées. Je vous donne un exemple tout simple. Si vous voyez toutes les catastrophes que suscite le mariage d'Œdipe avec sa mère, vous comprendrez que l'inceste est un interdit social et que le transgresser n'amènera que des problèmes. Après les Grecs, quelques siècles plus tard, le théâtre devient l'un des loisirs les plus appréciés à Rome. C'est dans l'Antiquité aussi qu'on voit apparaître les premières tragédies historiques qu'on appelle les tragédies prétextes. La dimension cathartique est alors un peu moins forte au profit de la dimension politique. Chez les Romains, les comédies sont devenues des satires sociales et les tragédies condamnent les défauts humains. L'un des grands tragédiens de l'époque est le philosophe Sénèque, qui a été le précepteur de l'empereur Néron. Ses pièces, comme Agamemnon, traitent de la conquête du pouvoir, des méfaits commis pour le prendre ou le conserver, et de sa perte. Cette mécanique, le jeune William Shakespeare l'a en tête parce qu'il a probablement lu Sénèque. Voilà, maintenant que William Shakespeare a fini ses lectures en latin, revenons-en à lui. Vers 18 ans, il épouse une jeune femme, une fille de fermier aisé nommée Anne Hathaway. Ensemble, ils ont 3 enfants. La suite est très floue pour les historiens.
Il semblerait que le père de Shakespeare ait subi quelques déconvenues. La famille est déclassée et William aurait peut-être braconné sur les terres d'un seigneur de la région et il aurait fui vers Londres pour éviter une sanction. Ce qu'il y a de certain, c'est que William Shakespeare n'est personne quand il arrive à Londres, la capitale du royaume. En 1592, les historiens retrouvent la trace d'un certain William Shakespeare, membre d'une compagnie de théâtre qui joue devant la reine Élisabeth. Ça ne peut être que notre William Shakespeare, qui a alors 28 ans, et il a manifestement fait du chemin depuis qu'il a quitté Stratford-upon-Avon. Il arrive dans le milieu du théâtre au bon moment. À partir de la fin de l'Antiquité, le christianisme, devenu religion majoritaire, a quasiment interdit le théâtre, perçu comme un loisir diabolique qui poussait au vice. Pendant le Moyen-Âge, il existe néanmoins des sortes de piècettes religieuses qui mettent en scène des tableaux tirés de la Bible. Les spectacles sont alors itinérants et se jouent sur des planches montées sur des tréteaux, d'où l'expression « monter sur les planches ». Mais les saltimbanques sont très marginalisés et parfois même excommuniés. L'avènement de la Réforme en Angleterre n'a pas été favorable au théâtre. Les austères protestants détestent ça. En revanche, les catholiques se passionnent à nouveau pour le théâtre. La reine Élisabeth, suite aux réformes de son père Henri VIII qui ont mené à la création de l'église anglicane, ménage un peu la chèvre et le chou. Et puis, c'est une véritable amatrice d'art. Elle adore le théâtre. À l'instigation de la souveraine, chaque compagnie est maintenant parrainée par un aristocrate. C'est donc sous le règne d'Élisabeth Ier que James Burbage ouvre The Theatre, le premier bâtiment destiné uniquement à être un théâtre. Shakespeare fait manifestement partie de cette compagnie dont il est probablement le dramaturge, mais il se produit aussi sur scène comme comédien. Plein de nouveaux établissements de théâtre fleurissent alors sur la rive nord de la Tamise, de Curtain, de Rose, de Swan. Celui de Burbage marche si bien que bientôt, il ferme The Theatre et ouvre The Globe sur la rive gauche de la Tamise dans les années 1590. Ces spectateurs ont moins de chemin à parcourir pour se rendre au spectacle. Les théâtres ne ressemblent pas encore à nos beaux théâtres à l'italienne. Ce sont souvent des espaces octogonaux avec un mur de scène dans le fond, des loges proches de la scène pour les spectateurs les plus riches, pendant que les autres restent debout sur des gradins. Souvent, ces bâtiments en bois n'ont même pas de toit. Le spectacle est à ciel ouvert, mais le public brave les éléments pour rire, pour pleurer, en un mot, pour avoir des émotions. C'est ça le théâtre, des émotions pures, par procuration. À l'époque du Theatre et du Globe, William Shakespeare est en train de devenir un auteur très reconnu. Oubliez tout de suite ces légendes qui disent que William Shakespeare est un prête-nom pour une femme autrice, ou un aristocrate, ou même qu'il s'agirait d'un collège d'auteurs. Il n'y a plus un historien ou un spécialiste de la littérature anglaise pour croire à ça. Il y a une véritable continuité dans le style de Shakespeare, une aisance des mots, un sens du phrasé. William Shakespeare est un génie des belles lettres comme l'humanité en compte peu, c'est comme ça, et il n'y a pas à en douter. Après l'écriture de 2 premières pièces un peu légères, William Shakespeare puise son inspiration dans l'histoire pour écrire des tragédies tout à fait nouvelles. C'est là qu'on retrouve la dimension politique et la mécanique du théâtre de Sénèque oubliée depuis 1500 ans. Mais Shakespeare ne va pas trouver ses idées de sujet dans l'Antiquité. L'histoire de son pays lui semble bien plus riche. Et surtout, politiquement, il y a un coup à jouer pour plaire à la couronne. Je vous disais tout à l'heure que la reine Élisabeth Ier était au pouvoir. Elle est l'une des filles d'Henri VIII et de sa seconde épouse Anne Boleyn. Il s'agit de la dynastie des Tudors. Et les Tudors, dont l'un des emblèmes est une rose aux pétales blancs et rouges, a mis fin à un épisode tragique de l'histoire du pays, la guerre des 2 roses. On laisse à nouveau Shakespeare à son écritoire et on fait un point sur la guerre des 2 roses. Les problèmes commencent en 1377 avec la mort d'Édouard III d'Angleterre, issu de la dynastie des Plantagenets. Le trône revient alors à son petit-fils, Richard II. Mais un autre petit-fils d'Édouard III, Henry Bolingbroke, duc de Lancastre, veut aussi la couronne. Sur fond de crise généralisée et de guerre de 100 ans contre la France, le duc de Lancastre prend le pouvoir et devient Henri IV.
C'est ce premier personnage dont Shakespeare va s'emparer pour écrire une première série de pièces historiques, Henri IV première partie et Henri IV deuxième partie, qui mettent en scène l'avènement de la maison Lancastre au pouvoir. Le propos de la pièce est de montrer comment un jeune prince qui ne sait pas se maîtriser va apprendre à se contenir pour devenir un grand roi. Chez Shakespeare, les personnages ont toujours ce qu'on appelle dans le jargon des scénaristes un arc narratif. Ils deviennent quelque chose en bien ou en mal. C'est très différent du théâtre de Molière qui est constitué d'archétypes comme l'avare ou les précieuses ridicules. C'est dans ce Henri IV première partie qu'apparaît l'un des personnages les plus connus de Shakespeare, le fameux John Falstaff. Il est lui aussi inspiré d'un personnage historique, Sir John Oldcastle. Le nom original n'a pas été conservé suite à des plaintes de ses descendants. Alors, qui est ce Falstaff qui fait hurler de rire les spectateurs, y compris la reine Élisabeth ? Dans l'univers de Shakespeare, Falstaff, c'est le bouffon. Il est mu par un appétit de vie insatiable. Il lui faut de la nourriture, de l'alcool, des femmes. Le jeune Henri IV rencontre Falstaff dans une taverne. Pour lui, il est l'incarnation de l'excès. Il est truculent, farceur, mais il est aussi très lâche. Ce sont tous ces traits de caractère que l'on s'interdit dans la vie quand on est bien élevé qui le rendent si drôle. Selon la légende, la reine Élisabeth Ier aurait tant aimé ce personnage de Falstaff qu'elle aurait demandé à Shakespeare de lui consacrer une autre pièce. Et c'est ainsi qu'il aurait écrit Les Joyeuses Commères de Windsor, une comédie rédigée à la toute fin du XVIe siècle. On y voit Falstaff essayer de séduire 2 femmes bourgeoises pour leur soutirer de l'argent. On est à 2 doigts du théâtre de boulevard avec des histoires d'amants cachés dans le panier à linge. Mais si Shakespeare possède un véritable talent pour la comédie, c'est bien dans la tragédie que son génie s'épanouit. Et pour glorifier la maison des Tudors, il continue à raconter la guerre des 2 Roses. Un autre personnage l'intéresse tout particulièrement, mais cette fois, son héros sera un véritable méchant. Pour découvrir la suite de ce récit, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt sur les réseaux d'Europe 1. William Shakespeare est considéré comme le plus grand génie du théâtre occidental. Il est connu pour ses comédies et ses tragédies, mais aussi pour avoir mis au goût du jour les pièces historiques. Dans le premier épisode de ce récit, nous avions laissé William Shakespeare après le succès qu'il a eu avec sa pièce Henri IV. Le voilà lancé dans une vaste saga sur la guerre des 2 Roses pour plaire à son public et à sa souveraine Élisabeth Ier. Je suis Virginie Giraud et nous allons plonger ensemble au cœur de l'histoire de William Shakespeare. Seconde partie, être ou ne pas être le meilleur dramaturge de l'histoire. Nous sommes à Londres dans les années 1590. William Shakespeare est en train de travailler sur l'un de ses chefs-d'œuvre, Richard III. Il a maintenant affiné son style, il est conscient de son talent et encore une fois, c'est l'histoire qui va le nourrir. Reprenons cette histoire de guerre des 2 Roses que j'avais commencé à vous raconter dans la première partie. Henri IV a pris le pouvoir et installé sur le trône la dynastie Lancastre. Henri V et Henri VI lui succèdent. Shakespeare dédie une pièce à Henri V, elle se passe avant et après la bataille d'Azincourt en 1415. Elle oppose le royaume de France au royaume d'Angleterre dans le cadre de la guerre de 100 ans. C'est une terrible défaite pour la France, celle qui alimentera la soif de revanche de Jeanne d'Arc. Le héros de cette pièce est donc Henri V, qui réclame la couronne de France à laquelle il estime avoir droit. La trilogie Henri VI prend la suite de l'histoire. Elle parle de la jeunesse du jeune souverain sur fond de guerre de 100 ans. Et c'est là qu'apparaît dans l'œuvre de Shakespeare un protagoniste français, enfin, une Française. C'est Jeanne d'Arc qui vient d'être capturée par les Anglais. On voit bien que Shakespeare connaît les chroniques de l'époque parce qu'il présente exactement Jeanne d'Arc selon la tradition littéraire formée dès son vivant. Elle est une fille de berger, la Vierge lui est apparue pendant qu'elle gardait ses agneaux, et elle vient se battre aux côtés du roi de France contre les Anglais. Et c'est ensuite que Shakespeare prend des libertés. Bon, évidemment, il n'allait pas faire une hagiographie de notre pucelle nationale. Au fur et à mesure que les scènes avancent, elle devient une mauvaise fille qui provoque les Anglais.
et les Anglais s'empressent de l'insulter pour la décrédibiliser en la traitant, je cite, « d'hideuse diablesse de France, de strige de tous les opprobres, entourée de ses impudiques amants ». Traduction de Victor Hugo, s'il vous plaît. La suite d'Henri IV raconte le mariage malheureux du souverain sur fond de troubles en Angleterre, et la troisième partie décrit sa longue chute et la perte de sa couronne. Dans la véritable histoire, Henri VI sombre dans la démence. Sa femme, Marguerite d'Anjou, et Richard d'York, la famille dont l'emblème est la rose blanche, gouvernent lorsque le roi n'en est plus capable. Or, la faiblesse d'un souverain est toujours le terreau fertile des conspirations. Et évidemment, Richard d'York ne tarde pas à écarter Marguerite d'Anjou du pouvoir. Il est nommé Lord protecteur du royaume d'Angleterre. Mais coup de théâtre, la reine donne naissance à un héritier et parvient à congédier Richard. Celui-ci se rebelle et réunit une armée de partisans. Voilà comment les partisans des York, la rose blanche, et les partisans des Lancastre au pouvoir, la rose rouge, se retrouvent sur le champ de bataille à Saint-Alban en mai 1455. Après la victoire des York, il y a une trêve de 4 ans. Mais les combats reprennent et le bras de fer entre les York et les Lancastre fragilise le pouvoir. Henri VI finit en prison, Richard d'York est décapité et finalement, après plusieurs batailles fratricides et une alternance de pouvoir entre les York et les Lancastre, Édouard IV, de la famille des York, prend le pouvoir entre 1461 et 1483. C'est là que commence le chef-d'œuvre de Shakespeare, Richard III, la trajectoire d'un authentique méchant de théâtre qui s'avilit un peu plus à chaque acte pour rester au pouvoir. D'ailleurs, le titre de la pièce est le suivant, La véritable tragédie de Richard, duc d'York. Le dramaturge se met dans la peau d'un conteur d'histoire, mais avec le génie de l'homme de théâtre. Voilà donc l'histoire, celle avec un grand H et celle avec un petit H. Richard, frère d'Édouard IV, veut le pouvoir. Mais pour le prendre, il lui faut se débarrasser de son frère et de ses neveux. Mais cette quête de pouvoir ne part pas de rien. Shakespeare, qui sait raffiner mieux que personne la psychologie de ses personnages, lui donne des raisons d'être méchant dès le début de la pièce. Richard, encore duc de Gloucester, commence par un long soliloque, un monologue intérieur destiné au public, où il expose sa laideur physique. Il a ces phrases terribles. Eh bien moi, dans cette molle et languissante époque de paix, je n'ai d'autre plaisir pour passer les heures que d'épier mon ombre au soleil et de décrire ma propre difformité. Aussi, puisque je ne puis être l'amant qui charmera ces tant beaux parleurs, je suis déterminé à être un scélérat. Traduction de Victor Hugo, la meilleure de toutes, les autres devraient être interdites si vous voulez mon avis. C'est par ce soliloque que Shakespeare a fait entrer Richard III dans la mémoire collective des Anglais. Et de fait, la découverte du cadavre de Richard en 2012 prouve qu'il souffrait d'une grave scoliose qui lui déformait le dos. La vision de monstre difforme qu'en avaient les Anglais grâce à Shakespeare était bien réelle. Mais ce n'est pas tout. Avec Richard et ses monologues, Shakespeare entre dans la dimension méta-théâtrale. Il crée un personnage qui maîtrise la pièce en elle-même et les autres personnages. Il manipule tout et tout le monde sur les planches et au-delà du 4e mur. Suivant les règles de la tragédie classique, comme chez Sénèque, Richard part d'abord à la conquête du pouvoir. Lorsqu'Édouard IV meurt, son fils, qui doit lui succéder, n'a que 12 ans. Cet enfant et son jeune frère sont placés sous la régence de leur oncle Richard. Se battre contre des enfants. Trop facile pour un vrai méchant. Il les déclare illégitimes et les fait enfermer dans la tour de Londres. C'est là qu'ils vont être étouffés par une âme damnée de Richard et enterrés sous un escalier de la tour. Shakespeare montre parfaitement dans ses dialogues comment Richard conçoit ses plans pour perdre les enfants. La scène 16 est l'apothéose qui fait écho à la réalité. Richard, duc d'York, devient enfin Richard III. Mais l'intrigue n'est pas finie. Il faut encore que le roi perde sa couronne. Sa cruauté génère des mécontentements partout dans le royaume et les aristocrates vont lui chercher un rival en la personne d'un descendant des Lancastre, Henri Tudor. Henri Tudor lève une gigantesque armée et affronte Richard III le 22 août 1485 à la bataille de Bosworth Field.
Dans la pièce de Shakespeare, la bataille est précédée par la visite du fantôme d'Henri VI à Richard III qui vient le maudire et lui annoncer sa mort prochaine. On retrouve le même dispositif dans le théâtre romain. Et puis, arrive la bataille épique. Shakespeare rend à la perfection la ténacité de Richard III qui, bien qu'en mauvaise posture sur le champ de bataille, refuse d'abandonner. Même ses repentirs de dernière minute sonnent faux. Ces derniers mots sont connus de tous les amateurs de théâtre. « Un cheval, mon royaume pour un cheval !» Mais ce n'est pas le cri de l'homme qui se rend. C'est celui de l'homme qui peut tout perdre et promet déjà de tout reprendre s'il reste en vie. Vous trouvez pas que ça résonne avec l'actualité ? On ne renonce jamais au pouvoir suprême quand on a goûté à l'ivresse qu'il procure. C'est parce qu'il a saisi ce caractère constant de l'âme humaine que Shakespeare a rendu son œuvre indémodable. Henri Tudor, comte de Richmond, vainqueur de la bataille épique, devient le nouveau roi d'Angleterre sous le nom d'Henri VII et crée sa dynastie. Apparenté aux Lancastre, il achève la guerre des 2 roses en épousant Élisabeth d'York et en réunissant leurs emblèmes blancs et rouges en une nouvelle rose à la corolle extérieure rouge et à la corolle intérieure blanche. C'est l'emblème des Tudors. Shakespeare achève sa pièce sur une tirade du futur Henri VII à la gloire de cette nouvelle dynastie. L'Angleterre, longtemps folle, se déchirait elle-même. Le frère versait en aveugle le sang de son frère, le père furieux égorgeait son propre fils, et le fils, par représailles, devenait le boucher de son père. Tous ainsi divisés par les terribles divisions d'York et de Lancastre. Oh, maintenant que Richmond et Élisabeth, les vrais héritiers de chaque maison royale, s'unissent par un heureux décret du Seigneur, et puissent leurs successeurs, si c'est ta volonté, ô Dieu, enrichir les temps à venir de la paix au visage serein, de la riante abondance et des beaux jours de la prospérité. Vous voyez bien que William Shakespeare flatte ici la personne la plus importante de son public, la reine Élisabeth, petite-fille d'Henri Tudor et d'Élisabeth d'York. Ce n'est peut-être pas tout à fait innocent dans son succès. Shakespeare n'a pas écrit toutes ses pièces dans l'ordre chronologique. La vaste fresque de la guerre des 2 roses s'est construite de manière désordonnée. Ce qu'on regroupe aujourd'hui sous la forme de plusieurs tétralogies sont en réalité des unitaires auxquels il a ajouté des préquels et des suites, comme on dirait aujourd'hui. D'ailleurs, Shakespeare n'a jamais parlé lui-même de la guerre des 2 roses, car cette expression s'est popularisée au XIXe siècle seulement. Vers 1610, en pleine gloire, après plus d'une trentaine de pièces et plusieurs dizaines de poèmes, William Shakespeare se retire dans sa ville natale à Stratford-upon-Avon. Il a 46 ans. Il va profiter d'une sorte de retraite pendant 6 ans. À sa mort, il est enterré à la Holy Trinity Church où il avait été baptisé. Est-ce qu'il imaginait le succès de son œuvre traduite dans presque toutes les langues ? Est-ce qu'il espérait que les meilleurs metteurs en scène du XXe siècle, comme Peter Brook ou Jean Vilar, le fondateur du Festival d'Avignon, s'intéresseraient encore à lui et s'extasieraient sur la profondeur des personnages qu'il a créés ? On ne sait pas quelle conscience il avait de son propre génie qu'on applaudit encore aujourd'hui. Cette année encore, à la Comédie Française, on joue un autre des chefs-d'œuvre du barde d'Avon, Macbeth, une vision romancée de ce souverain médiéval d'Écosse qui a tué son roi pour s'emparer du pouvoir. « By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes », disent les sorcières avant l'arrivée de Macbeth. Mon petit doigt m'a dit « Quelque chose de mauvais vient par ici ?» Eh oui, ce qui arrive, c'est la fin de ce récit sur Shakespeare. Mais ce que les sorcières de Macbeth ne vous disent pas, c'est qu'on se retrouve tous les jours en podcast sur l'appli Europe 1 et sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis aussi tous les week-ends à 15h sur l'antenne d'Europe 1. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Pierre Casalo. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Et dans ce récit, notre rédacteur en chef de la rédaction d'Europe 1, Marc Messier, a prêté sa voix à Shakespeare. Et moi, la plume et la voix d'au cœur de l'histoire, votre barde des studios d'Europe 1, je vous dis à très bientôt.